Écrivez-nous sur notre site web, sur Facebook ou à l'adresse courriel bien entendu @radio-canada.ca. Patrice, l'immobilier dans nos vies, dans nos économies, c'est incontournable. Je suis certain que vous n'êtes pas un économiste de la SCHL avec toutes les statistiques sur le bout des doigts, mais il y a pas mal de jobs dans l'économie canadienne et mondiale qui sont liés à la construction, n'est-ce pas? Puis ça se construit pas mal chez nous. C'est du jamais vu. En ce moment, à Montréal, en 15 ans, nous, Mégal Immobilier, ça fait 15 ans qu'on est en activité. J'ai jamais vu autant de grues, j'ai jamais vu autant de projets, j'ai jamais vu autant d'argent disponible sur le marché. On vit vraiment une révolution immobilière à Montréal actuellement. Là. Ma perception profane a toujours été que nous étions la fin de la route Montréal et que quand l'argent se rendait jusqu'à nous, c'est qu'une récession mondiale nous guettait parce qu'il n'y avait plus d'autres endroits où investir. Est-ce que vous partagez mon opinion profane? La perception, si on enlève, mettons, l'Australie, les pays scandinaves, le Danemark et tout ça, tous les pays, tous les résidents de la planète souhaitent venir s'établir au Canada. C'est Canada spécifiquement, selon Canada, vous? le Québec, il faut comprendre, souvent on parle du fait français comme un bémol pour le Québec. Moi, je le vois comme quelque chose de positif. On devient un réflexe naturel pour la Belgique, la Suisse, la France, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a tout le Maghreb francophone, l'Afrique francophone. Les gens l'oublient, mais la langue française est la 4e langue en termes de nombre de pays comme langue officielle. C'est la 4e langue la plus parlée au monde. Pas en termes de locuteurs, mais de nombre de pays qui l'utilisent. Ouais. Donc, évidemment, quelqu'un qui parle français, en Amérique du Nord, c'est quoi l'option? C'est le Québec. Donc, vous êtes heureux. Vous êtes riche, finalement. Ça va très bien. Nos courtiers font des bonnes affaires. Vous avez déposé vos clés de grosses autos européennes, pour ne pas dire allemandes, sur la table. Et c'est connu, hein? Si mon courtier fait de bonnes affaires, il va bien vendre ma maison. Ben nous, ça devient un outil de travail. Il faut comprendre, on va chercher nos clients. On a beaucoup de clients internationaux. On va les chercher à l'aéroport. On va les chercher aux hôtels. Donc, on le fait visiter la ville. Donc, c'est sûr que la voiture vient avec le métier. Moi, j'ai toujours ce genre de questions très, très indiscrètes, mais on a commencé notre saison en parlant de ce qu'on faisait ou ce qu'on faisait pas d'argent. C'est payant quand on est bon dans l'immobilier? Dans le courtage, il faut comprendre, il y a environ 14 000 courtiers. Au Québec, le salaire moyen d'un courtier va être autour de 44 000 par année avant dépenses, avant licence, avant redevance, avant marketing et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on voit les gros noms connus là, dans l'industrie qui font beaucoup de publicité. Ces gens-là gagnent beaucoup d'argent, mais travaillent énormément. Là. Moi, mes courtiers qui roulent à des salaires importants, ça se lève à 5 heures du matin, c'est 7 jours sur 7. Ça prend à peu près pas de vacances. Mais on gagne très bien notre vie quand on sait bien faire. Quand on est au sommet, oui. Quand on est au sommet, comme en toute chose. Mais vous êtes quand même de plus en plus nombreux à Montréal à être au sommet parce que ça bouge, vous le disiez. Ça bouge. Actuellement, le marché est à notre avantage. Il y a toujours une curiosité de cet immobilier plus inaccessible, n'est-ce pas, les maisons de luxe. Il y a une époque où, dans l'année, on comptait à Montréal, par exemple, sur les doigts d'une main ou de deux, le nombre de transactions faites au-dessus d'1 million. Ouais. Aujourd'hui, quelle serait la fourchette approximative? C'est ça, dépendamment des dates qu'on va prendre, mais on passe le 150 transactions millionnaires, dépendamment aussi de qu'est-ce qu'on prend comme l'île de Montréal. Mais c'est des chiffres en augmentation. Le coût de la construction, tout augmente, les valeurs augmentent. Donc, ce nombre-là, on est encore sous derrière mais on est à la Toronto, traîne par rapport 100%. à deux marchés que sont Toronto et Vancouver. On va revenir sur Vancouver en détail. Mais ça serait quoi à peu près le quantum entre Montréal, Toronto Je dirais Toronto 4 fois plus, Vancouver 8 fois plus. Mais là, on tombe en deuxième position. On était souvent la troisième option canadienne, mais de plus en plus, Montréal va devenir la deuxième option après Vancouver. Là, on est en train, au niveau de l'attrait international, Montréal est en train de reprendre ce qu'on avait perdu là, dans les années 95 avec le référendum. Il y a un retour des anglophones vers Montréal de Toronto qui s'étaient expatriés. La dynamique change beaucoup. La nouvelle génération... Il y a une migration canadienne aussi oui, de retour vers Montréal. C'est trendy, le Montréal, excusez l'anglicisme, mais c'est à la mode de vouloir vivre à Montréal. Pour ajouter à vos lettres de créance et à vos titres de noblesse, je pense que vous avez étudié à Harvard en... Un programme très spécialisé. Oui. Là, j'ai quand même pas fait Je comprends. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vous vous êtes frotté à d'autres courtiers dans le monde. Dans le monde, exactement. Nous, il y avait 38 nationalités différentes dans mon programme. Et j'étais le marché le plus populaire, disons ça comme ça, là, dans nos soirées. Vous étiez le plus populaire. Les marchés, là, que ce soit les gens de Dubaï, les gens de Dubaï m'exprimaient que c'est le pays numéro 1. Le Canada est le pays numéro 1. À 24 % les Émiratis veulent investir, sortir des capitaux
de Dubaï pour venir au Canada. C'est le pays numéro 1. Donc, c'est un engouement qui est universel, qui est mondial. Comment vous l'expliquez, cet engouement? Mais quand on regarde l'ampleur du pays, on est quoi, 33, 35 millions aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact. On a un pays de ressources, on est un des plus grands producteurs d'hydroélectricité. Donc, les ressources deviennent la valeur de base qui maintiennent une cote de crédit intéressante pour le Québec, pour le Canada. Mais vous pensez que quand c'est un investisseur, j'imagine qu'il regarde ça, mais pour des familles qui choisiraient de venir s'établir, c'est pas le seul critère non plus. Bien, ça, c'est un des critères qui me fascinaient. On a une dizaine de courtiers chinois. Tout à fait. On a une dizaine de courtiers chinois et quand les clients viennent dans nos bureaux et que je leur demande pourquoi vous souhaitez vous établir au Québec. Vous avez 10 courtiers chinois chez vous dans votre... On a une dizaine qui sont complètement débordés. Évidemment, il y a toujours le fait des fuseaux horaires. Ils doivent travailler de nuit pour communiquer avec la Chine et quand les gens sont ici sur place visiter. Mais d'entendre des notions comme la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des aliments, la stabilité politique, stabilité économique, la qualité de l'enseignement universitaire. Nous, comme Québécois, je trouve qu'on prend ça pour acquis. Mais ces gens-là, c'est ce qu'ils voient dans la valeur. Et là, il y a une mode aussi scandinave, là, la mode écologiste et tout ça. Je trouve qu'au Québec, on a quand même ce profil-là. On est comme justement un gros Danemark à en devenir. Citoyen vertueux ou qui veut l'être, en tout cas. Tout à fait, ou du moins en apparence. Mais c'est ça, il y a un attrait ou la perception mondiale. J'ai des amis qui travaillent pour les différents MBA dans les universités. Il n'y a plus de budget. Là. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de faire de marketing à l'étranger pour recruter des étudiants. Ils viennent naturellement. Là. Le marché donc du luxe qui, j'imagine, est intéressant pour ces investisseurs étrangers, qu'ils déménagent ou non vers le Québec, ça nous met dans une ligue où le pied carré, parce que c'est comme ça qu'on le mesure, c'est pas en mètre carré chez nous, pied carré à Montréal, au centre-ville, c'est aujourd'hui quoi là, pour quelque chose de désirable? On a passé le cap du 1 000 le pied carré. Là, il y a du 1 200, 1 400, ce qu'on pensait inimaginable il y a encore seulement 5 ans. Il y a vraiment une accélération. C'était inimaginable? Bien, ça allait venir parce que la courbe d'urbanisation mondiale elle est la même pour toutes les villes. On est juste à des étapes différentes, mais c'est la rapidité à laquelle on s'est rendu là et le rattrapage qu'on a fait. Là. Mais sans être dans le détail pointu, marché qu'on fréquente parce que ce sont nos voisins. New York ou Miami? C'est quoi à peu près les mesures pour des appartements désirables? Est-ce que c'est beaucoup plus cher? C'est sûr que là, qu'on arrive autour d'un Central Park avec des penthouses au sommet, avec des vues assurées dans le temps, là, on peut exploser le 2 000 le pied carré US. Mais c'est vraiment une question de devise parce que là, la majorité des projets américains à New York vont être autour des mêmes chiffres, là, juste en devise américaine. Mais on s'en va vers ça. Là, les gens qui ne voient pas venir ça, on s'en va vers des prix. On va devenir une équivalence un jour ou l'autre. Là. Votre maison, Henkel & Volkers, oui. Des bannières un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez des clients canadiens qui investissent en immobilier pour une deuxième maison ou juste pour investir ailleurs? On l'a. Il y a plus de gens qui viennent que des gens qui souhaitent sortir. Nous, le Canadien ou le Québécois, c'est plus la résidence secondaire de villégiature de vacances, mais c'est pas nécessairement dans un objectif d'investissement. Mais il faut être vigilant quand on achète à l'étranger parce que c'est toujours plus compliqué qu'on l'imagine. C'est plus complexe. La fiscalité. Exactement, légalement et tout ça. Donc, oui, il faut faire attention. Et de là, l'importance d'un bon courtier immobilier. De là, de l'importance d'un bon courtier immobilier. Vous avez comme naturellement mis la table pour que Myriam, dans quelques instants, doute de ce que vous puissiez être vraiment utile, mais c'est juste pour vous taquiner. Si vous voulez une idée de ce que sont dans le monde peut-être les propriétés les plus chères, je vous donne une liste très informelle. Alors ça serait, je pense, en 5e position. Vous me dites si vous avez déjà représenté cette propriété. Le 4 Fairfield Pound aux États-Unis. C'est détenu par Ira Renner, propriétaire du groupe Renco, société de portefeuille. 248 millions de dollars pour la cabane. Le manoir dispose également de 39 salles de bain, d'un terrain de basket, d'un bowling, d'un court de squash, 3 cours de tennis, 3 piscines. C'est comme un hôtel, finalement. Villa Les Cèdres sur la Riviera française, 400 millions. Ça avait été construit par le roi de Belgique en 1830. La maison a 18 000 pieds carrés. La Villa Léopolda en France aussi, Côte d'Azur, 750 millions de dollars. C'est la propriété de Lily Safra, qui est philanthrope. On a toujours les moyens d'être philanthrope quand on a une maison de 750 millions. Et surtout, veuve d'un riche banquier libanais. On dit que le domaine de 50 hectares comprend une immense serre, piscine, pool house, bien entendu, cuisine extérieure, toutes ces choses essentielles au petit bonheur de la vie.
Et finalement, en Inde, et là, on a juste donné la fourchette entre 1 et 2 milliards. J'imagine que ça dépend de la météo. Ça s'appelle Antilia. C'est la propriété de l'homme le plus riche d'Inde, Mukesh Ambani. Et finalement, elle ne sera probablement jamais mise en vente. La résidence la plus chère, qu'est-ce que c'est selon vous? Est-ce que j'ai quelqu'un qui ose? Ouf! Oh, vous êtes vraiment trop enthousiaste. Ben, c'est Buckingham Palace, qui est quand même une maison, hein, puis ça vaut 1,5 milliard. Le palais de Buckingham est techniquement, évidemment, une propriété de la couronne. Et compte combien de chambres? Combien de chambres à Buckingham? Marc-André, s'il vous plaît. 70. Ben, c'est ça, 775.